J'ai donc réalisé un certain nombre d'entretiens médiumniques avec Nostradamus, par le biais notamment de Geneviève Bénard, mais aussi avec des talents divers, avec Michel de Montlhéry, avec un Gabriel de Lorient. Et dans quelle mesure ces entretiens ou ces expériences de voyance, parce qu'avec Michel de Montlhéry, il s'agit plutôt de voyance, c'est-à-dire qu'on a vu d'ailleurs les entretiens qui ont été, ces entretiens ont été également mis sur Téléprovidence ou sur Future Vidéo. Lui, il cherche plutôt à capter l'information directement et il se fait une idée sur le document par lui-même, sans apparemment passer par une entité, en tout cas pas par l'entité Nostradamus. En revanche, avec Geneviève Bénard, on a le sentiment que c'est directement avec Nostradamus qu'on a le contact. Donc, bon, toujours est-il que la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt pour un chercheur en histoire des textes de passer par ces voies parallèles, si on peut dire. Je crois que pas mal de chercheurs dans ce domaine ont été intéressés par ces entretiens. Je parle de chercheurs en histoire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas railler ces expériences. Et je pense même qu'elles sont un peu l'avenir de la recherche historique, dont on connaît les limites. Car c'est bien ça le problème, c'est qu'en fin de compte, l'historien doit être très humble. Il doit être conscient du risque qu'il y a à constituer des discours à partir de données insuffisantes. Il peut se fourvoyer parce que les pièces en question se prêtent à différentes interprétations, à différentes lectures. Je ne parle pas de comprendre ces textes absolument, mais en tout cas de se comprendre l'information qu'il recèle pour saisir le cours des choses. Alors, je voudrais donner quelques exemples de l'utilité de ce genre d'entretien pour le chercheur en histoire, des textes notamment. Je pense par exemple tout à l'heure, hier, quand j'étais avec Geneviève Bénard, j'ai posé la question de savoir si Nostradamus avait écrit à Henri II véritablement, parce que récemment j'avais écrit des textes à ce sujet où les documents n'étaient pas tout à fait concluants. Et bon, à la suite de cet entretien, il m'a semblé qu'effectivement, il était probable qu'il ait effectivement écrit cette première épître de 1556 à Henri II, sur quoi j'avais quelques doutes. Et donc j'ai remanié, en rentrant chez moi, certains articles dans ce sens. En revanche, Nostradamus m'a confirmé, m'a conforté dans l'existence de ce Michel de Nostradamus le jeune, qui est si mal vu par toute la communauté des historiens de Nostradamus, qui ne veulent pas d'entendre parler. Et d'autant plus que les biographies sur Nostradamus, il y a plusieurs versions, certaines comportant le nom de Michel, d'autres ne le comportant pas. Les versions, on peut dire, expurgées. Et c'est avec ces versions expurgées qui, jusqu'à présent, avaient plutôt la préférence. Je crois que l'entretien d'hier, plus bien entendu les travaux que je fais dans ce sens, nous vainquent en grande partie de l'existence de ce Michel de Nostradamus, non seulement de l'existence de Nostradamus comme personnage qui s'appelle ainsi,
mais comme l'existence de Michel Nostradamus comme étant réellement le fils de son père, si on peut dire. Alors ça, je crois que de ce côté-là, le doute n'est plus guère permis. C'était d'ailleurs déjà plus ou moins l'attitude qu'avait eue Michel de Montlhéry il y a quelques semaines. Je l'avais interrogé à peu près sur le même document, mais sans passer évidemment par un entretien direct avec Nostradamus. On peut continuer à chercher dans cette direction, bien sûr. Alors, aussi une chose très importante, qui est évidemment ressortie de ce dernier entretien, et sur lequel j'avais beaucoup de doutes, précisément, c'est la question des quatrains. Alors, moi, j'avais exprimé l'opinion selon laquelle Nostradamus n'avait pas fait de quatrain, que ça ne l'intéressait pas. Et là, Geneviève Bénard, spontanément, me dit non, non, pas du tout. C'est plutôt Nostradamus qui parle un peu truchement de cette médium, dit clairement que ça l'amusait de les faire, ces quatrains. Bien entendu, donc c'était un jeu. Il piquait, semble-t-il, dans ses textes en prose, comme je l'ai d'ailleurs montré dans les différents travaux, il piquait des mots, et puis ensuite il les agençait d'une certaine manière, et puis donc il ne les a probablement pas publiés, enfin il a publié évidemment les quatrains de ses almanachs. Il aurait fallu peut-être l'interroger un peu plus, mais enfin apparemment il semblerait que effectivement ces quatrains fassent partie des papiers qu'on aurait retrouvés à sa mort et dont on se serait servi. Bon. Donc pour l'instant, il y a encore peut-être à vérifier certaines choses, mais malgré tout, je crois qu'il est entendu que Nostradamus a fait des quatrains, a laissé des quatrains. Mais que ces quatrains, au départ, étaient un jeu, en fait, à partir de sa prose. L'idée d'un Nostradamus qui écrirait directement des quatrains est une idée qu'il faut abandonner. Ce sont des quatrains qui venaient dans un deuxième temps, après qu'il y ait eu une écriture, une prose. Ce qui est également intéressant dans ces différents entretiens, c'est le fait que il nous explique à un moment donné, il n'était pas le seul à écrire ces textes. Et notamment, il dit clairement que les almanachs, à la fin de sa vie, ça paraissait sous son nom, mais ce n'était pas lui qui les faisait. Juste aussi, il faudrait vérifier cela en regardant les différences d'écriture, etc. Mais enfin, c'est tout à fait crédible. Il avait des collaborateurs, comme ce fameux Mi de Nostradamus, qui est un collaborateur, qui écrivait sous son nom, et qui n'est pas un imposteur. C'est un collaborateur, c'est un assistant. On note aussi, en passant, que pour Nostradamus, Jean de Chevigny et Jean Aimé de Chavigny ne font qu'un, contrairement aux positions de certains chercheurs, qui avaient certains doutes à ce sujet. Mais il faut bien reconnaître, et ça je l'ai découvert que récemment, que Nostradamus, ce qui était important pour lui, c'était ni les quatrains à proprement parler, ni les almanachs, ou les pronostications annuelles, mais un autre genre, un troisième genre, qui était un genre qu'il a quand même beaucoup impliqué à la fin de sa vie, dans les années 1560, pour résumer, entre 1559 et 1566. Il prend cette distance par rapport aux almanachs, même s'il continue à en publier, et il s'occupe de réfléchir sur le cours du temps, le cours des astres, tout en étant convaincu de plus en plus de ce que Dieu peut modifier, peut corriger au
principaux des astres, les effets de ce qu'il appelle les flux cosmiques. Et c'est toute l'ambiguïté de sa position, qu'il est un peu comme Jonas, il annonce quelque chose, mais il dit par la prière vous pouvez éviter que cela ait lieu. Alors donc finalement on ne peut pas l'accuser d'échec à proprement parler, puisque effectivement quelque part il encourageait justement les hommes à